Dans la peau des riches, c'est un document signé Élise Le Guével, Arnaud Muller, Jean-Marc Lucnouk et Frédéric Prigent. Élise Le Guével répondra ensuite aux questions de Guylaine. Si Jean-François Gobertier a décidé de s'acheter un jet privé, pour la bagatelle de 2 millions d'euros, ce n'est pas vraiment pour le plaisir. On y va? On y monte? Allez. En 20 ans, il a fait le tour de France, jusque dans les coins les plus reculés. Visité plus d'1 millier de terrains pour trouver l'emplacement idéal de ces 130 maisons de retraite. Et pour cela, il lui fallait un outil de déplacement. Comment je peux travailler correctement et comment je peux être efficace dans mon travail? C'était pas le fait d'avoir un jet parce que c'était contre nature pour moi, puisque j'avais excessivement peur en avion. Donc quand j'ai fait ça, je l'ai fait pour le travail, je me suis forcé de le faire. Il a fallu que j'attende une dizaine de vols avant d'être à l'aise dans cet avion. Avec un patrimoine estimé à 600 millions d'euros, Jean-François figure parmi les plus grandes fortunes professionnelles de France. Lui et les 5500 emplois qu'il a créés. Si l'avion le laisse indifférent, il raffole des voitures de luxe. Jean-François en possède près de 50 et il nous emmène voir une partie de sa collection. C'est une Porsche qui est sortie à 1000 exemplaires. C'est une voiture exceptionnelle, c'est presque une voiture de course. C'est une Morgane. C'est un médecin qui a voulu la faire carrosser, parce que les Morganes étaient toujours indécapotables. Parce que la passion se transforme souvent en business chez cet entrepreneur, il a décidé de louer ses propres voitures à des amateurs. Puis après, 50 voitures à vous tout seul, ça servait à rien finalement, c'est ça? ça sert à rien, parce que je roule toujours avec la même, donc je roule tous les jours avec la même. Donc ça sert à rien, c'est vrai. J'ai toujours aimé la voiture, la moto. Le point de départ est là. Et alors après, j'ai eu l'occasion, il y a quelques années en arrière, d'acheter 3 concessions automobiles à un ami qui était en difficulté. Et c'est ça qui m'a fait partir dans l'automobile. Et parmi les 50, c'est cette voiture grise d'une célèbre marque allemande qui a sa préférence. Pour rien vous le cacher, c'est une voiture que j'ai eue en 2004 et j'ai attendu 4 ans pour l'avoir. Celle-là, vous arrivez à la louer? Je la loue pas celle-ci. C'est celle que je préfère de toutes. Si je dois en garder qu'une, je garderai celle-ci. Pour ce fils d'ouvrier, assumer sa réussite n'a pas forcément été facile. Mais il s'est aujourd'hui affranchi du regard des autres, notamment parce qu'il sait le nombre d'emplois qu'il a créés. J'ai vécu très très mal pendant des années et maintenant je m'en fous totalement. Mais attendez, il faut voir ce que j'ai assumé. Il faut voir le nombre de personnes que j'ai embauchées, des copains que j'ai embauchés, il faut voir ce que j'ai assumé. Quand j'ai pris les trucs automobiles, c'était un dépôt de bilan, pendant 4 ans j'ai assumé les salaires de 30 personnes. Donc je veux dire, j'aurais pu en faire autre chose de mon argent. Le mot riche n'a jamais été autant prononcé que ces dernières semaines. À partir de combien est-on réellement riche? Quel est leur rapport à l'argent? Paye-t-il vraiment trop d'impôts? À travers le regard d'une héritière, d'un rentier et d'un entrepreneur, nous avons voulu nous glisser l'espace d'un reportage dans la peau des riches. Nous voici dans les locaux de Rue du Commerce, un des premiers sites marchands sur Internet. Chers amis, bonjour. C'est time pour la réunion. Bon, il y a la téloche. Je suis désolé. Patrick Jacquemin est un pionnier. Il a créé cette société de toutes pièces avec son associé il y a un peu plus de 10 ans. Organisation, budget. Alors planning, voilà. En 1999, le commerce sur Internet en est à ses prémices. Le planning sur... Le chiffre d'affaires de la start-up explose rapidement. Et Patrick atteint son objectif, devenir chef d'entreprise. Et nous, il faut qu'on passe devant tout le monde. C'est ça l'objectif. Bien sûr, quand on crée une entreprise, il y a plein de motivations. Il y a l'ego, j'ai envie d'être patron, j'ai envie qu'on me connaisse. Il y a la richesse, évidemment, j'ai envie de gagner de l'argent. Il y a le pouvoir. J'ai envie de manager, il y a aussi l'intérêt intellectuel, j'ai envie de faire du marketing, j'ai envie de faire du commercial. Il y a tout un tas de choses qui font qu'à un moment ou à un autre, on entreprend.
Mais il avait un autre moteur. Si sa société a vu le jour, c'est aussi au nom d'une promesse que Patrick s'est faite il y a longtemps. Devenir riche et libre. Et je vais là. À 25 ans, le jeune homme n'a pas le baccalauréat. Il vend des assurances en porte-à-porte. Et pourtant, J'ai un petit bureau. il se promet d'avoir un jour les moyens d'arrêter de travailler. Et profiter de ce qui m'intéresse. C'est pas profiter de la vie, je m'achète une Ferrari et je vais sur mon yacht. C'est faire ce qui m'intéresse, ce que j'ai au fond de moi. Et mes passions. Et le travail n'est pas forcément une passion pour tout le monde. Hein. Il y a plein de gens pour qui c'est pas une passion d'ailleurs. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, bon alors, à quel âge je serai encore en bonne santé, j'aurai encore de la dynamique, et qu'est-ce qui est réaliste? Est-ce qu'en 3 ans, je peux m'affranchir de l'obligation de travailler, donc de 20 à 28 ans? Non, c'est pas réaliste. Donc je me suis fixé un objectif de 45 ans. C'est aujourd'hui chose faite. En 2005, la société rentre en bourse. Il y a quelques mois, Patrick a revendu ses parts. Il a gagné en tout 20 millions d'euros. Il ne revient que ponctuellement dans l'entreprise. Au départ, ce sont ses 3 enfants qui ont eu le plus de mal à s'habituer. Alors il revenait le soir de l'école et il me disait, papa, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Et alors une fois, 2 fois, mais tous les soirs ça revenait. Du genre, papa, t'as glandé aujourd'hui toute la journée, non? Et à un moment, j'aurais dit, écoutez, j'ai bossé comme un Turc pendant des années. Et maintenant, j'ai acquis cette capacité de faire ce que je veux. Et c'est pas pour vous rendre des comptes. Vous n'avez pas le sentiment d'être un rentier? Si on peut appeler rentier quelqu'un qui vit de l'argent qu'il a acquis ou qu'il a, oui, je suis un rentier dans ce cas-là. Voilà, mais qu'il a conquis âprement. Bien là. Allez les chiens, vous remuez aujourd'hui. Hein. Florence Catiard et son mari Daniel se sont aussi posé la question lorsqu'ils ont vendu les magasins de distribution dont ils avaient hérité. Que faire de tout cet argent? Balloon, allez, viens. Une année de réflexion, et en 1990, le couple décide de s'offrir le domaine Smith au Lafitte, dans le Bordelais, pour plus de 30 millions d'euros. C'était pas une évidence de se lancer dans le vin au départ? Dans le vin, non, c'était pas évident pour nous parce que on venait d'un milieu de sport et aussi d'entreprise, parce qu'il y avait quand même une tradition chez les parents de Daniel. Alors on dit souvent que c'est la première génération qui construit, la deuxième qui développe et la troisième qui coule. J'espère que ça ne sera pas le cas avec nos petits-enfants. Aujourd'hui, le terroir a doublé de valeur. Et la cuvée 2009 vient de remporter les meilleures notes, attirant des clients fortunés du monde entier. C'est notre plus vieille bouteille. Elle a un fond très épais. Elle date de 1878. À l'époque où les dames avaient des robes à cerceau. Vous pourriez cuisiner avec, non? Non, cuisiner, non. La cuisine, c'est juste pour les vins bas de gamme. Florence ne se sent pas riche. Elle préfère le terme privilégié. La famille Catiard figure pourtant dans le palmarès des 300 plus grandes fortunes françaises. Et quand on évoque avec elle les problèmes de la société d'aujourd'hui, elle pense avant tout à l'écologie et à la planète. Les inégalités sociales, par exemple, c'est quelque chose qui vous tient à cœur ou pas? Si je réponds honnêtement, oui, mais peut-être pas dans le sens où tout le monde l'entend. C'est pas à moi d'en parler. Moi, je trouve que ce qui est très difficile, c'est quand effectivement il n'y a pas d'ascenseur social. Mais c'est vrai aussi que il y a peut-être, on peut aussi avoir plus d'espoir, plus de pensées positives et plus de vista intérieure qui vous pousse à vivre à votre maximum. En vraie libérale, Florence préférera toujours la liberté d'entreprendre à l'égalité. Elle considère que les Français ont un problème avec les riches, contrairement aux Américains.
Aux États-Unis, les gens se disent, dans quelques semaines, 6 mois, 1 an, c'est moi qui serai riche et qui gagnerai des millions ou des milliards de dollars. Exactement. Ça, c'est très important. Donc, tout le monde se bat pour ça. Pour moi, c'est très important ce qu'il dit parce que c'est vraiment l'histoire de l'Américain qui voit passer une belle voiture, si par exemple il a une voiture, ce qui n'est pas mon cas, mais ça peut arriver, et qui dit un jour je conduirai cette voiture. Et le Français voit passer la belle voiture et il dit ah ces salauds de riches. Les riches français se sentent épiés et montrés du doigt. Mais au fait, comment se perçoivent-ils eux-mêmes ? À Paris, nous retrouvons Jean-François Gobertier, le bâtisseur de maisons de retraite et amateur de belles voitures. Cet acharné de travail vient de monter un nouveau projet, les Villas Sully. Oui, je vais m'asseoir. Des appartements ultra domotisés qui s'adaptent à la perte d'autonomie. Vous rentrez. Au niveau de la cuisine, le plan de travail est réglable en hauteur de façon électrique. Ça veut dire quelqu'un qui devient handicapé, qui est obligé d'être dans un fauteuil roulant, pourra utiliser la cuisine qui va s'adapter à lui. C'est-à-dire que le plan de travail va monter. Exactement, exactement. Et on a le principe du chemin lumineux qui va pouvoir être déclenché lorsque la personne se lève du lit en pleine nuit pour aller allumer la salle de bain et jusqu'à la cuisine, pour éviter les chutes, en fait, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il faut avoir... Classé 76e fortune française, Jean-François fait partie des très riches. Et pourtant, comme l'immense majorité des personnes que nous avons rencontrées, il a du mal à assumer ce terme. Ouais. On a l'impression que le mot vous gêne. Oui, parce qu'on peut pas le, comment dire, ce terme de riche veut rien dire. Il y a l'aisance, il y a une valeur d'entreprise, une valeur peut-être de patrimoine qui permettent de faire des choses. Mais riche... On a l'impression que c'est presque une insulte, ce mot. Comment ? On a l'impression que c'est presque une insulte, ce mot. Il n'est pas approprié, voilà, pour moi. À moi, en tout cas. Peut-être à d'autres, mais pas à moi. Et si le riche, c'était toujours l'autre ? Personne ne le revendique. Nous avons donc cherché la réponse du côté des statistiques. À partir de combien est-on riche ? Ce qu'on constate sur cette courbe, c'est que vous avez ici jusqu'à 3 000 euros par mois. 80% de la population gagne moins que 3 000 euros par mois. Au Crédoc, on considère qu'au-delà de 3 000 euros par mois, on fait partie donc des 20% de la population les plus aisés. Et 7 000 euros par mois, c'est la porte d'entrée des 1% des Français les plus riches. Quand on regarde à 7 000 euros à partir par mois, de là, il ne reste plus que les revenus s'envolent. la population. Si vous prenez le chanteur le mieux payé l'année dernière, par exemple, lui, il ne rentre pas du tout dans le graphique, il serait dans le couloir. Si on regarde ce qui se passe pour le patron du CAC 40 le mieux payé l'an dernier, lui, il n'est pas dans le couloir, il est dans l'immeuble d'à côté. Et en 2008, il y a eu un trader qui a gagné 3 milliards d'euros. Et alors lui, si on voulait dessiner sa place sur le graphique, il faudrait prolonger le graphique et aller de Paris jusqu'à Marseille. On pourrait pointer son niveau au niveau de Marseille. Thierry Pêche est rédacteur en chef du magazine Alternative économique. Il s'est intéressé aux ultra-riches, ceux qui sortent du graphique, les 0,01% des Français les plus aisés. Et depuis 10 ans, les revenus de cette catégorie ont explosé. Entre 2004 et 2007, l'ensemble des Français ont connu une augmentation de leur pouvoir d'achat d'à peu près 9%. Dans le même temps, tout en haut de la distribution, chez les très riches, cette augmentation a été de 40%. Donc les écarts sont en train de se creuser très considérablement. Et ce qui a fait l'augmentation fantastique des revenus des très riches ces 10 ou 15 dernières années, c'est beaucoup l'inflation des actifs. Traduire les revenus de la bourse et de l'immobilier. Patrick Jacquemin, l'homme qui voulait être riche pour être libre, en est un parfait exemple. Il y a de la bière, il y a de l'ice tea si vous voulez. Tiens. C'est l'introduction en bourse de sa société qui a fait sa fortune. Depuis qu'il a revendu ses parts,